Bienvenue dans le Carré d'As Immobilier, votre rendez-vous incontournable pour tout comprendre sur l'immobilier. Que vous soyez investisseur débutant, professionnel chevronné ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode, nous recevons des experts du secteur immobilier, agents, investisseurs, promoteurs, architectes, notaires et bien d'autres encore. Ensemble, nous explorons les dernières tendances du marché, les stratégies d'investissement, les conseils pratiques pour réussir vos projets, les réglementations à connaître. Notre mission vous fournit des clés concrètes et inspirantes pour naviguer avec succès dans l'univers passionnant de l'immobilier. Je suis Marie-Georges Conan, je serai en présence de Isaac Wayoro durant ce podcast, avec qui nous allons échanger avec l'expert. Comment tu vas, Isaac? Ça va très bien, Marie-Georges. Chez toi? Ça va. Alors, quel est le thème de ce jour? Alors, pour ce jour, nous avons comme thème propriétaire, locataire, agence immobilière, rôle et responsabilité. Et nous avons pour intervenant Madame Fallé Alima, avec qui nous allons échanger tout au long de l'émission. Comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Je vais bien, merci. Dieu merci. Pour démarrer, déjà, la toute première question, c'est de vous présenter qui est Madame Fallé, qu'est-ce qui vous a amené dans l'immobilier jusqu'à aujourd'hui être dans la gestion immobilière. Donc, je suis Alima Fallé Traoré, je suis directrice de l'agence Rad Immobilier depuis 2020. Je suis dans l'immobilier depuis 2016 et je suis arrivée dans l'immobilier un peu par hasard. Je recherchais un stage après des études en droit et j'ai rencontré le directeur de Rad Immobilier qui recherchait un profil de juriste. Étant juriste de formation, je suis arrivée, j'ai fait un entretien d'embauche, ça a marché, et puis je suis rentrée dans l'immobilier. Et c'est comme ça, un peu par hasard. Un peu par hasard. Donc, vous avez une branche juridique. Oui, je suis juriste de formation. Ah, d'accord, c'est très intéressant. Ça vous a permis aujourd'hui d'être à l'aise dans le domaine de l'immobilier, je suppose. Effectivement, l'immobilier, c'est une partie pratique du droit qu'on étudie à l'école. Donc, c'est les contrats, c'est le droit de la propriété, c'est le droit immobilier qu'on a étudié à l'école. Donc, l'immobilier, c'est une partie pratique de ce qu'on a fait à l'école. Ok, c'est déjà une très bonne introduction. Mais pour entrer dans le vif du sujet, pour vous, quels sont les conseils déjà, dans un premier temps, les conseils pour quelqu'un qui souhaite mettre son bien en location? La première chose à faire pour quelqu'un qui souhaite mettre son bien en location, c'est de vérifier que ce bien est conforme à une utilisation commerciale. Je m'explique. Certains propriétaires, malheureusement, veulent mettre des biens en location qui ne sont pas forcément habitables ou qui ne sont pas forcément utilisables pour une activité. Donc, un bien qui doit être mis en location, la première des choses à faire, c'est de vérifier que ce bien est conforme à l'utilisation commerciale, à être loué. Donc, un bien, il doit avoir de l'eau, de l'électricité, conforme aux normes de l'État. Il faut avoir des sanitaires. Donc, il faut que le bien soit un minimum conforme à l'utilisation habitation ou commerciale. Voilà. Ok. On parle ici de gestion locative. Oui. Quand on parle de gestion locative, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un propriétaire qui donne son bien à une agence immobilière. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont carrées, comme on dit, sur le fait de ne pas vouloir donner leur bien en gestion à une agence pour plusieurs raisons. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour donner son bien? Donc, la première chose, et c'est la chose que je dis très souvent aux propriétaires, c'est chacun son métier. Il n'a pas donné le carrelage à faire à un plombier. C'est ça. Il n'a pas donné l'étanchéité à faire à un électricien. Ouais. Donc, le gérant ou le gestionnaire, il intervient au moment de la mise en location du bien. Donc, quelqu'un qui hésite à donner son bien en location, ça ne me dérange pas tant que tout se passe bien. Donc, quand vous arrivez à encaisser vos loyers tous les mois, vous n'avez pas de réparation, vous n'avez pas de conflit direct avec les locataires, tout se passe bien, vous n'êtes pas obligé de donner. Mais la gestion locative n'est pas un fleuve tranquille. C'est-à-dire, dans le courant de l'année, à chaque période de l'année correspond un problème particulier qui se révèle dans la gestion.
Par exemple, en période de chaleur, on va révéler que les branchements électriques peuvent être non conformes ou défectueux. Donc, quelqu'un qui met, par exemple, 2, 3 climatiseurs ensemble, on marche dans une maison et qui sent une odeur de brûlé ou qui sent les carreaux chauffés, il va savoir que les fils sont en train de prendre feu. Et ça, c'est en période de chaleur. En période de pluie, par exemple, l'étanchéité fait défaut. Donc, on va se retrouver avec des tôles qui fuient, des toits qui fuient, des dalles qui fuient. Donc, à chaque période de l'année correspond un certain type de problème qu'il va falloir régler. Si le propriétaire est quelqu'un d'occupé, qui a un métier, qui a un boulot, qui a des responsabilités, il gagnerait à confier la gestion courante de son bien à quelqu'un dont le travail est basé uniquement pour régler ses problèmes. Voilà, c'est comme ça que nous nous présentons. On se présente comme des solutionneurs de problèmes immobiliers à la place des autres. Moi, je dis que je prends votre stress à votre place, en fait. C'est ça. C'est ça, exactement. Et c'est ce que tout le monde devrait se dire. Hein. Effectivement, mais c'est pas trop fatigant. C'est fatigant, c'est extrêmement fatigant pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, quelqu'un qui est habitué à traiter des problèmes dans l'immobilier, trouve des solutions rapidement. Mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui n'est pas habitué au métier, qui a sa première maison qu'il loue, à sa première maison qu'il vend, à sa première maison, il y a certains qui sont propriétaires sans avoir été locataires un jour. Il y a des gens comme ça qui sont propriétaires, mais ils n'ont jamais été locataires. Et il y a des personnes qui sont locataires d'un propriétaire qui n'a jamais été locataire. Donc, ils sont premiers locataires d'un propriétaire qui n'a jamais été locataire. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Il ne sait pas. Quels sont ses droits? Quelles sont ses obligations? Il ne sait pas. Le locataire, lui, il ne sait pas. Donc, c'est au propriétaire de l'aiguiller. Et si le propriétaire lui-même ne sait pas quoi faire, on se retrouve entre deux personnes qui n'auront pas forcément des relations faciles. Là, maintenant, intervient l'agence. Il faut faire intervenir un professionnel. Il faut forcément faire intervenir un professionnel. Et quelles sont les obligations légales d'un propriétaire vis-à-vis de son... La première obligation est définie par le contrat de bail. Pour donner, la maison doit être habitable ou le local doit être habitable, c'est-à-dire être conforme aux normes, donc avoir des fenêtres, être habitable, être en bon état. Voilà. C'est la première obligation du propriétaire. Ensuite, il doit faire en sorte que la location se passe le plus tranquillement possible. Il doit veiller à la tranquillité de celui qui vit dans le local. Il peut arriver que le propriétaire souhaite mettre la maison en location, et il n'a pas les moyens. Est-ce que l'agence peut intervenir pour réparer et puis mettre en location pour lui? Vu que déjà l'obligation numéro 1 du propriétaire, c'est de donner un bien totalement habitable. Effectivement, il arrive des propriétaires qui sont à bout de souffle au moment de la définition, par exemple. Ça va dépendre de l'agent immobilier ou de l'agence qui l'approche. Certains agents immobiliers ont une autre casquette. Ils ont la casquette d'entrepreneurs. Ils interviennent dans l'immobilier, dans la construction. Ils peuvent se proposer de financer ou de faire la finition du bien eux-mêmes. Mais toutes les agences ne le font pas et ce n'est pas une obligation d'un agent immobilier. Mais c'est un plus pour un agent de pouvoir faire ça. Maintenant, voilà, c'est un plus en tout cas. Oui, c'est un plus, mais ce n'est pas une obligation pour un agent immobilier de terminer. Et puis, ça va dépendre aussi de l'état d'achèvement du bien ou des moyens à mettre pour rendre le bien utile à la location. Parce que, par exemple, un bien qui va nous revenir par mois à 500 000, on va pas me dire de faire des travaux à 15 millions pour pouvoir le rendre habitable. À quel moment je me fais rembourser? C'est ça. À quel moment? Parce que du coup, si vous préfinancez, il faudrait que vous puissiez... On injecte de l'argent pour pouvoir retrouver cet argent un peu plus rapidement parce qu'on travaille avec l'argent. Mais si on injecte cet argent-là qu'il faut se faire rembourser au bout de 15, 16, 18 mensualités de règlement sans que le propriétaire ne touche quelque chose, ce n'est pas forcément rentable pour nous qui sommes agents immobiliers simplement, qui ne faisons pas de construction. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les erreurs juridiques les plus fréquentes que commettent les propriétaires? L'erreur juridique la plus fréquente, c'est la déclaration. La déclaration aux impôts. Les propriétaires, lorsqu'ils finissent de construire, pour la plupart du temps, lorsqu'ils mettent le premier bien en location, oublient ou éludent la partie de déclaration des impôts aux impôts jusqu'à ce qu'ils se fassent
jusqu'à ce qu'ils se fassent rattraper par les impôts. Et ça, c'est l'erreur la plus courante qu'ils font. Voilà. Dans ce cas, l'agence fait quoi pour rattraper? Lorsque vous confiez votre bien à l'agence à laquelle je travaille, à Rad Immobilier, la première année, la première chose que je cherche à faire, c'est de dire, monsieur ou madame, il faut que je fasse la déclaration. Il faut que je fasse la déclaration aux impôts. Si je ne fais pas la déclaration, qu'ils vont faire un contrôle, vous serez rattrapé par ce que vous n'avez pas payé. C'est ça. La première chose à faire, dès que je mets un locataire, c'est d'enregistrer le contrat de bail et de faire déclarer ce bien-là. D'accord. Donc, voilà. Quels sont les grands aspects d'un contrat de bail? Qu'aujourd'hui, le contrat de bail puisse sécuriser le propriétaire, le locataire et l'agence immobilière. On doit s'appuyer sur quoi comme ça? Le premier aspect à prendre en compte, c'est la date d'entrée. OK. Premier aspect à prendre en compte, c'est la date d'entrée. Il faut dire que j'ai vu des contrats débuter en milieu de mois, mais ce n'est pas tellement recommandé. Je préfère qu'un contrat débute le premier jour du mois, de sorte à ce que du premier jour au dernier jour, le locataire ait consommé pleinement ces 30 jours qu'il paye. Le deuxième aspect à prendre en compte, c'est le paiement régulier de la caution. Parce que la caution vous garantit la caution vous garantit qu'on vous rendra un bien en bon état ou que vous ayez les moyens de remettre votre bien en état au départ du locataire. Ça ne garantit pas les loyers. Elle ne devrait pas être utilisée. D'ailleurs, c'est l'une des erreurs que les propriétaires font. Je me rappelle d'un locataire un locataire que j'ai pris en gestion après que le propriétaire se soit essayé. Il me dit, oui, j'ai 2 mois d'impayé avec le propriétaire, mais comme j'avais 3 mois de caution, là, je lui ai dit de prendre dans la caution. La caution ne sert pas à couvrir les loyers impayés. C'est pas possible. La caution sert à garantir que le bien me sera délivré à la fin du bail en bon état. Maintenant, si j'arrive pas à payer. Si vous n'arrivez pas à payer, la loi dit, lorsqu'un seul thème du loyer n'est pas payé à temps, le propriétaire est en droit de résilier le contrat de bail. Immédiatement. Il est en droit de résilier. Cela ne veut pas dire qu'il est en droit d'expulser son locataire. Résiliation et expulsion, ça fait deux thèmes assez différents. Résilier, ça veut dire, je vais t'envoyer un courrier pour dire, tu ne payes pas mon loyer, je ne veux plus de toi comme locataire. Mais cette résiliation doit être confirmée par une expulsion qui est prononcée par un juge. Ça, c'est une autre erreur que les propriétaires font. Dans leur tête, à partir du moment où le locataire ne paye pas, qu'ils envoient un courrier, le locataire doit partir immédiatement de leur local. Souvent, il dit non, j'ai demandé à ce qu'un huissier expulse. L'huissier n'expulse pas. L'huissier ne peut pas expulser sans décision de justice. C'est ça. Il faut obligatoirement qu'un juge, vous soyez passé, il y a eu une assignation, il y a eu une résiliation de bail, une assignation au paiement et en expulsion, ou bien une assignation en référé expulsion simplement, que le juge vous ait convoqué, qu'il vous ait entendu et qu'il ait prononcé une décision. En plus que vous ayez une grosse, que le propriétaire ait une grosse pour pouvoir faire expulser, sinon il ne peut pas expulser. Mais il peut résilier son bail. Donc, lorsque vous ne payez pas, vous ne pouvez pas compenser le loyer que vous n'avez pas payé avec une certaine caution. D'ailleurs, la caution, comme je l'ai dit, ne sert pas à ça. Parce que quand vous allez partir, si je prends 1 mois de votre caution pour compenser le loyer que vous n'avez pas payé, ça veut dire que vous avez qu'un seul mois de caution. On suppose que vous êtes dans une maison qui fait 60-70 000. Une fois que je retire la peinture qui fait 50 000, qu'est-ce qui reste pour faire la plomberie, l'électricité, la menuiserie et toutes les choses qui se seraient détériorées avec votre utilisation. Donc, si je comprends bien, dans le contrat de bail, premier aspect à prendre en compte, la date d'entrée. La caution d'entrée. La caution aussi. Et puis... la date de fin. La date de fin. Oui. D'accord, ça c'est les premières étapes à prendre en compte dans le contrat de bail. Oui. Ok. Et si on passe maintenant dans le côté des litiges entre locataire et propriétaire, généralement, comment ça se règle? Du fait que déjà le propriétaire confie son bien à une agence, comment vous réussissez à gérer les conflits entre ces personnes? Les conflits se règlent de 2 manières. Il y a le côté précontentieux, il y a le côté contentieux. Il faut dire que l'agence immobilière a une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Je m'explique. On est à peu près comme les médecins. Le médecin, il met tout en œuvre pour que le patient guérisse. Mais il n'est pas celui qui guérit. Il n'est pas obligé de guérir le patient. C'est pareil. L'agence immobilière met tout en œuvre pour recouvrer le loyer.
mais ce n'est pas elle qui paye le loyer. Donc, on peut se retrouver en face d'un locataire qui, malheureusement, est dans l'incapacité de payer. Donc, on va régler le problème de deux façons. Soit on va lui demander un départ amiable. Donc, monsieur, on voit que vous êtes en faillite, vous ne travaillez plus, j'arrive chez vous à 10 heures, vous êtes là, j'arrive chez vous à 17 heures, vous êtes là. Vous ne travaillez plus, ça ne va pas, ou vous êtes malade, il serait mieux pour vous de rendre le bail avant que la plaie ne grossisse, avant que les impayés ne grossissent. Et donc, on y va comme ça, avec des courriers, des relances, des mises en demeure, avec le locataire. Avec certaines petites pressions, les locataires qui sont de bonne foi, qui voient que vraiment ils sont dans une situation qui ne va pas s'améliorer dans les 2 ou 3 mois qui viennent, partent d'eux-mêmes de façon amiable, tout en nous laissant la caution pour la remise en état. En tout cas, les locataires qui sont de bonne foi. Vraiment. De bonne foi. J'ai rencontré un monsieur qui est venu, il a payé sa caution, il a habité la maison 3-4 mois, il a malheureusement perdu son emploi. Il est venu me trouver au bureau un matin. Madame, je viens de perdre mon emploi. Je ne pourrai plus payer le loyer correctement. Ça, c'est rare, hein? Je vais replier en famille. Je ne demande pas grand chose. Je ne demande même pas ma caution parce que j'ai pas les moyens de remettre en état. Mais essayez de faire les travaux. S'il y a la monnaie, remettez-moi. Je lui ai dit, monsieur, je l'ai félicité. Je lui ai dit, monsieur, cette honnêteté est tellement rare de nos jours. Par contre, dans le même bâtiment, le voisin, il est venu, il a pris la maison en décembre. Il a payé le loyer en janvier, en février. En mars, il n'arrivait pas. Enfin, en janvier, février, c'était les loyers d'avance. En mars, j'encaisse le loyer. Il me dit, non, madame, pardonnez, demain, après-demain, il a commencé à me... Donc, je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Votre première mensualité où vous devez montrer que vous êtes solvable, vous n'arrivez pas à payer. Madame, en fait, j'ai perdu mon emploi. J'ai dit, j'étais désolée. Ah, vraiment, désolée, monsieur, vous avez perdu votre emploi quand? En fin décembre, là. Ça veut dire qu'il est venu au début décembre, il a pris la maison, il n'avait pas consommé ses 2 mois d'avance. En fin décembre, il a perdu son emploi, il ne m'a pas dit. Et il est dedans en train de jongler. Et j'ai dû user de moyens pour qu'il parte de façon amiable. Voilà. À vous entendre, vraiment, on trouve que c'est vraiment pas facile le service de l'agence immobilière. Déjà, je prends l'exemple, tout à l'heure, on parlait des litiges. Pour une personne qui est en impayé de loyer, vous avez cité les différentes procédures à prendre en compte. J'aimerais qu'on revienne un peu dessus. D'accord. J'arrive pas à payer mon loyer. On m'envoie déjà quel premier document? Donc, ça va dépendre. Hein. Le premier document qu'on envoie généralement dans mon agence, le premier document que j'envoie, c'est une mise en demeure. Une relance ou une mise en demeure. Donc, je dis à la personne que vous avez passé la mensualité ou votre loyer est arrivé à échéance. Depuis telle date, il faudrait payer le loyer maintenant. Lorsque le locataire ne s'exécute pas, je rentre directement en contact avec lui, en contact téléphonique, pour savoir ce qui se passe. Souvent, c'est juste un problème à la banque, un paiement de salaire qui est tardif. C'est les plus courants. Par contre, par moment, c'est plus grave. Le locataire peut être malade. Le locataire peut être en déplacement. Donc, très souvent, ce que je dis aux propriétaires, pour ne pas alarmer ou alerter, ou dépenser pour des actes d'huissier, pendant que le locataire est peut-être juste absent et qu'il a raté peut-être une mensualité, la mensualité de 5 jours, de 10 jours, parce qu'il n'est pas au pays, ou bien qu'il serait malade, il ne faudrait pas dépenser pour un acte d'huissier aussitôt. Donc, on patiente jusqu'à la fin du mois. Et quand ce n'est pas arrivé à la fin du mois, je convoque le locataire. Parce que je vois que c'est pas une question de maladie, une question de banque, une question de salaire qui a tardé. Automatiquement, un huissier doit intervenir pour les premiers actes. Donc, le premier acte à faire, c'est la résiliation. La résiliation peut se faire par courrier. Le propriétaire qui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de vous comme locataire parce que si vous ne payez pas, vous me pénalisez. Cet argent-là, c'est la seule rente qui me reste parce que je suis à la retraite. Et donc, je veux que le bail qu'on a signé soit résilié. Et quand le locataire accepte de recevoir ce courrier et le décharge, la résiliation est confirmée. Par contre, pour un locataire de mauvaise foi, lorsqu'il sait que vous venez résilier le bail, il ne va pas vouloir décharger. Or, c'est la décharge de ce courrier-là qui va vous ouvrir les portes maintenant de l'assignation ou de la procédure judiciaire en bonne et due forme. Donc, qu'est-ce qu'on fait par moment? On demande aux huissiers de faire le courrier et d'aller le signifier par acte d'huissier. Donc, on a un acte de signification de courrier de résiliation qui se fait. Ensuite, on a
Ça, c'est pour le bail habitation. Il faut dire que bail habitation, bail commercial, ce n'est pas la même procédure. Okay. Donc, pour le bail habitation, on a ensuite une assignation, une expulsion. Certains peuvent faire un courrier ou un autre acte pour demander de payer, donc sommation de payer, ça dépend. Certains huissiers possèdent pas ça. Ceci pour établir le montant correct, le montant exact de la créance. Mais si vous avez le montant exact de la créance, vous avez la périodicité, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Vous faites juste une signification de courrier de résiliation du bail, ce qui n'est pas obligatoire, mais l'assignation est obligatoire. Donc, l'assignation, ensuite, il faut enregistrer il faut enrôler, cette assignation au niveau du tribunal. Et après, la procédure suivra son cours, mais ce n'est plus à mon niveau, c'est au niveau de l'huissier de justice. Voilà. Pour le bail commercial, c'est assez différent. Donc, lorsqu'il paye pas, il faut déjà faire une relance, une mise en demeure. Après la mise en demeure, avant l'assignation, il faut une tentative de conciliation, par exemple. Okay. Il faut attendre une tentative de conciliation, attendre 30 jours avant l'assignation au tribunal de commerce. C'est différent. Donc, c'est un peu plus difficile de faire partir un locataire bail commercial qu'un locataire bail habitation. Et tout ça, c'est l'agence immobilière qui gère, c'est même pas le propriétaire. Non. Ce n'est ni l'agence ni le propriétaire, c'est plutôt les huissiers de justice qui le font. Arrivé un moment, à partir du moment où nous, on n'arrive pas à recouvrir le loyer, on a mis tout en œuvre pour recouvrir le loyer et qu'on s'est heurté à un mur, on arrête à partir de la résiliation. Tout ce qui vient après, ce sont les huissiers de justice qui le font. Est-ce que c'est pas cette procédure-là qui freine un peu les propriétaires pour donner leur bien à une agence? Moi, je me dis, j'ai ma maison, je mets le locataire là, il n'arrive pas à payer, bon, je le chasse. Il faut dire que la première chose à savoir, c'est que le rôle d'un gestionnaire immobilier, d'un gérant de biens, ce n'est pas uniquement se limiter à l'encaissement d'un loyer. Si tu limites mon rôle à l'encaissement d'un loyer, on n'aurait pas créé des sociétés, des écoles des écoles d'immobilier. Non, on les aurait pas créées. Notre rôle ne se limite pas qu'à ça. Ok. Même dans la recherche du locataire, on nous apprend des choses, même dans la recherche du locataire. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des métriques que vous mettez en place pour sélectionner un bon locataire pour éviter les impayés? Oui. Ok. Je sais pas si je peux le dire ici. Bien sûr. On peut en parler, mais ça va faire qu'il y a certaines personnes qui vont... C'est le secret. Voilà. Sinon, avec les années, avec la pratique, on a réussi à trouver, en fait, le locataire qui pourrait être c'est quoi le bon profil, le salaire Pas forcément. Je disais un jour à un propriétaire, je ne peux que garantir la solvabilité du locataire quand il est présent devant moi, avec une attestation de travail. Je ne peux que garantir là maintenant. Mais quand il sort, je ne peux pas garantir son honnêteté et sa solvabilité. Je ne peux pas. Mais certains petits critères nous permettent de savoir. Un petit interrogatoire me permet de savoir si tel locataire il serait bien. On peut avoir au moins 3 questions que vous posez. 3 questions. C'est même pas des questions. C'est pas des questions, c'est des observations. Voilà. Moi, par exemple, je loue plus aux familles. C'est la première chose que je fais. Je loue aux familles. Un homme marié avec des enfants est plus susceptible d'être régulier qu'un homme célibataire sans enfants qui vit avec lui. Pourquoi? Celui qui est marié avec ses enfants, la première chose qu'il cherche à faire, c'est sécuriser sa famille. Même si personne ne mange à la maison, il va les sécuriser. Et puis, c'est quelqu'un qui est plus... Bon, c'est quelqu'un qui est plus facile à encaisser. Il est plus facile à encaisser. Il suffit de lui dire, bon, monsieur, vous-même, vous voyez, vous avez des enfants là, bon, c'est pas bien de venir là chez vous encaisser le loyer, ça effraie les enfants. Ça les effraie. Il y a des enfants. Je me rappelle d'un couple qui avait 5 enfants que je fréquentais. Le monsieur, il était correct jusqu'à ce qu'il perde son emploi. Et quand il a perdu son emploi, ses enfants étaient au courant. Et quand je partais encaisser le loyer, quand je rentrais, je sentais la peur dans le regard de ses filles. Elles avaient peur de me dire, papa n'est pas là. Ou elles avaient peur de me dire, maman n'a pas laissé l'argent. Elles étaient terrifiées. Pendant que moi, j'aimais bien cette famille. Je ne partais pas méchamment. Je n'allais pas pour les effrayer. Mais les enfants avaient peur d'être en situation, que leurs parents soient en situation d'impayé et de se faire expulser.
Donc, moi, j'ai toujours eu cette crainte, en fait, j'ai toujours un peu cette gêne de rentrer dans une famille et puis de dire aux enfants, non, le papa n'a pas laissé l'argent du loyer, vous voyez. Et les hommes ont cette peur-là. Vous êtes un homme, vous pourrez confirmer. Oui, du moment où on a la famille, on ne peut pas... Ouais. Les gens ont cette peur-là. Donc, je préfère louer deux couples qui viennent, un couple, donc deux personnes qui viennent, un monsieur sans enfant qui loue une maison de 450 000, une famille avec enfant qui loue une maison de 450 000. Je donne à la famille, je laisse le monsieur. Okay. Lui, il peut disparaître du jour au lendemain. Vrai, Eux, ils ne disparaîtront pas parce que les enfants sont scolarisés. Est-ce que là, ça renvoie pas le fait que certaines agences immobilières peuvent se focaliser sur le type de bien à mettre en location? Vu votre approche, je dis n'importe quoi. Oui. On peut sélectionner uniquement que des villas. Oui, mais il faut dire que autant on a des villas qui coûtent 500 000, autant on a un appartement qui coûte 500 000, un studio. Ouais. Donc, si on se base sur le type de bien, on va dire que je loue que des villas à 1 million. Quelqu'un peut te confier un appartement d'une pièce qui fait 1 million. Tu refuses parce que tu ne sais pas quel type de locataire tu vas trouver. Il faut mettre autre chose en place. D'accord. Il faut mettre maintenant les stratégies pour pouvoir trouver le bon locataire. Ok, je vois. Je pense qu'au fur et à mesure, on va revenir sur ce petit point des locataires. Mais tout à l'heure, on a parlé un peu, j'ai dit du genre, l'agence immobilière, vous avez dit l'agence immobilière ne se limite pas que à l'encaissement des loyers. Mais quels sont les services qu'une agence immobilière peut proposer en plus de l'encaissement? Et donc, la première chose qu'on propose, c'est la recherche du locataire. Donc, la recherche du bon locataire. Pas du locataire simplement. Parce que je peux avoir un locataire aujourd'hui, demain, c'est une maison qui est bien placée, qui est bien située. On peut avoir des locataires tout le temps. Mais le bon locataire qui va être en mesure de payer le loyer tous les mois sans faire de palabres, sans créer de difficultés, eux, ils sont un peu rares. Donc, il y a la recherche du bon locataire. Il y a aussi le fait, étant agent immobilier agréé, l'agrément que j'ai sert un peu comme, je vais dire, ça pèse un peu pour les clients, pour les propriétaires qui sont à la recherche, qui veulent prendre un crédit immobilier. Le fait que leur loyer transite par une maison, par une agence immobilière agréée, garantit en fait que leur loyer soit reversé sur le compte tous les mois au lieu d'être détourné. Donc, voilà. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la prise en main effective du bâtiment. Par exemple, il y a des bâtiments où il y a des charges communes, où il y a des travailleurs sur le bâtiment. Il faut quelqu'un qui est là en permanence, qui va veiller à ce que le bâtiment soit nettoyé, à ce que le bâtiment où les ordures soient vidées, à ce que l'eau et l'électricité des parties communes soient payées. Ça, c'est la gestion courante du bâtiment. Donc, à part il faut payer également les travailleurs qui travaillent sur ces biens-là. Donc, à part l'encaissement du loyer, on fait c'est ça qui est la gestion, en fait, du bâtiment. Il faut gérer les travaux. Dans un bâtiment, une maison, c'est un être vivant, comme je le dis. C'est quelque chose qui bouge, qui respire, qui vit. Et à chaque fois, dans une maison, on peut se retrouver du jour au lendemain à avoir des problèmes, surtout quand les bâtiments ont un certain âge. On va se retrouver à avoir des problèmes de plomberie, des problèmes d'électricité. Moi-même qui suis professionnelle, je vous assure que c'est des choses qui nous dépassent par moment. Si vous avez 2, 3 appartements qui présentent un symptôme, oui, vous voyez une flaque d'eau, on ne sait pas où est la fuite, on ne sait pas d'où ça vient. On réfléchit avec les techniciens de savoir qu'est-ce qui peut créer ça. Si vous avez ça dans 2, 3 bâtiments, que vous êtes propriétaire de ces 2, 3 bâtiments, vous allez faire un AVC. Parce que vous serez pris constamment. Nous qui sommes professionnels, j'ai un bâtiment pour lequel, depuis décembre, un seul propriétaire, pour lequel, depuis décembre, je cherche une fuite dans la maison. Que vous ne trouvez pas. On a trouvé la fuite la semaine passée. On a fait la réparation. Le même propriétaire a un autre bâtiment où il y a pas le même bâtiment, un autre, où il y a le même type de fuite qui s'est déclaré. À peine j'ai fini de faire le carrelage là où on a trouvé la fuite. Dans un autre de ces bâtiments, il y a le même problème qui se déclare. Donc, vous imaginez que ce soit la même personne qui ait à régler ça et que ce soit son bâtiment. Parce qu'il y a un attachement déjà au bien. Il y a un attachement que vous faites au bien. Et si vous arrivez, vous voyez en fait, ce jour-là, j'ai attrapé ma tête. J'ai dit, oh Seigneur, mon Dieu, aide-moi. Parce que j'étais dépassée, que ce soit le même propriétaire qui soit confronté au même problème. Et depuis 2, 3 mois. D'accord. Donc, comme je disais, on prend un exemple, un cas pratique.
je suis un propriétaire de biens immobiliers, peu importe que ce soit un immeuble ou une villa, quelle est l'action numéro 1 que l'agence met? Vous venez me voir, vous voulez prendre mon bien pour gérer. Comment on fait? La première chose que je cherche à faire, c'est rentrer en contact avec le propriétaire. Et quand je viens, je présente mes produits. Parce que le bien immobilier, c'est comme, c'est vendre un produit. C'est un produit que je vends, c'est un service que je vends. Donc, je vends mes services. Si le propriétaire accepte de me confier son bien, je fais un repérage. Il faut faire un repérage du bien, savoir si le bien est occupé ou est vide. Ça aussi, c'est très important. Donc, fait un repérage. Fait un repérage du bien, savoir si le bien il est occupé ou s'il est vide. Si il avait quelqu'un pour la gestion ou pas. En fonction de ça, ça va dépendre. Voilà. Aujourd'hui, j'ai personne pour gérer, c'est vous. Donc, je fais un repérage. Est-ce que le bien est occupé? Oui, non, le bien n'est pas occupé. Je recherche un nouveau locataire, un autre locataire. Le bien est occupé. Je vais demander au propriétaire s'il accepte de me donner la gestion, de prévenir son locataire pour que le locataire puisse savoir que je lui enverrai un courrier pour lui notifier ma prochaine gestion. Maintenant, je suppose qu'une question va venir. Est-ce que le locataire a un contrat de bail? Le contrat de bail, jusqu'en 2019, il pouvait être verbal. C'est la loi de 2019 qui a obligé le contrat à être écrit. Si le contrat n'est pas écrit, je vais devoir lui faire un contrat. Au nouveau locataire. Au nouveau locataire. Au locataire en présence. Si le locataire présent a déjà un contrat, on poursuivra sur son bail s'il n'est pas arrivé à terme. Maintenant, s'il n'a pas de contrat, le nouveau contrat qui va être fait, est-ce qu'on va lui demander de payer des frais, je ne sais pas? Chez moi, non. Dans d'autres agences, oui. Ça va dépendre des autres agences. Chez moi, non. Il n'y a pas de frais à payer pour le renouvellement. Pas pour le renouvellement, pour éditer un nouveau contrat à un locataire qui n'en a pas. Mais certaines agences peuvent demander des frais de renouvellement de contrat de bail. D'ailleurs, la loi nous permet de le faire. Voilà. J'allais demander, est-ce que c'est... Oui, c'est légal. La loi nous permet de le faire. La loi dit que l'agent immobilier touche des commissions ou des commissions pour trouver un bien, gérer un bien, et faire un contrat de bail, de renouveler, faire un état des lieux. Donc, c'est la loi qui nous donne ce droit-là. Donc, on peut mettre ces frais-là. Dans mon agence, non, c'est pas obligatoire. Voilà. C'est très intéressant. Là, ça m'envoie une autre question. Genre, le bien aujourd'hui géré par vous, quels sont les moyens que vous mettez pour une meilleure relation entre l'agence, le locataire, l'agence, le propriétaire, de telle sorte qu'aujourd'hui, le locataire n'est plus en mesure d'aller voir le propriétaire pour payer? Donc, quelles sont les astuces? La première chose à faire, c'est au niveau du propriétaire. Je dis souvent au propriétaire que lorsqu'il y a ambivalence, lorsqu'il y a deux têtes devant quelque chose, le locataire ou celui qui est en face de vous choisira la tête qu'il peut manipuler. C'est ça. Lorsque vous avez deux têtes, lorsqu'il y a deux directions, chacun va choisir la direction qu'il peut manipuler. Donc, si c'est vous qui êtes manipulable, ils vont toujours aller vers vous avec leurs problèmes. La première des choses à faire lorsqu'un propriétaire me confie son bien, c'est de s'effacer. D'ailleurs, même sur les contrats de bail, son nom, son numéro ne figure pas. Son identité ne figure pas. Donc, si vous partez vous présenter au propriétaire, ils vont vous manipuler. Pas plus tard qu'hier. J'étais au bureau, il y a un propriétaire qui vit en France qui m'a appelé me disant que ce matin, le locataire l'a appelé pour dire que moi, je dois faire des travaux chez elle, je n'ai pas fait et que elle est à jour de ses loyers et que depuis, moi, je fais pas les travaux. Et donc, la dame lui a dit, mais madame, vous me devez 1 mois de loyer parce qu'en décembre, elle a eu un paiement qui n'est pas passé. Elle me faisait des virements et le paiement n'est pas passé. Elle a dit au propriétaire, non, moi, je suis à jour de mes loyers, hein. C'est la dame qui fait pas les travaux. Donc, la propriétaire m'appelle. Elle me dit, mais madame, comment ça se fait que vous versez, la dame vous paye le loyer et vous me reversez pas? J'ai dit, c'est pas possible, madame. La première chose que je fais quand je reçois le loyer d'un propriétaire, je retire ma commission, je reverse sur le compte du propriétaire. Si je ne vous ai pas reversé, c'est qu'elle n'a pas payé. Elle me dit, non, la dame, elle jure mordicus qu'elle a payé, qu'il y a des travaux à faire et qu'elle n'a pas fait. Je dis, effectivement, il y a des travaux à faire. Elle a envoyé un plombier qui, pour réparer une chasse, a carrément démonté le WC. Et sans m'en aviser. Et donc, je lui ai dit, si elle veut que moi je vienne,
j'envoie mon plombier vérifier ce qui se passe. Faudrait que son plombier remette le WC en place. Le propriétaire ne payera pas pour un WC démonté parce qu'il a donné la maison avec le WC monté. Donc, c'est pourquoi j'ai pas encore fait partie de mon plombier, mais je lui ai dit que le plombier allait venir. Et même qu'aujourd'hui, je lui ai envoyé un message pour lui dire que le plombier arrive, mais qu'il y a personne chez elle. Elle me dit, OK. Je la rajoute à la conversation. Elle appelle le locataire ne décroche pas. Donc, je lui dis, madame, si elle sait que nous deux, on est en ligne, elle ne va pas décrocher. Patientez, attendez le soir. Les deux dames sont en France. Le locataire et le propriétaire vivent en France. OK. Et elle a une maison à Abidjan. Donc, à 18h, j'ai dit, vous l'appelez. Quand elle décroche, vous me rajoutez à la conversation. En ce moment-là, vous allez voir ce qu'elle va dire. Si elle a payé le loyer, elle va dire, elle a payé. Moi, je suis malhonnête, je vous rembourse votre argent. Donc, vous travaillez jusqu'à même à 18h. Oui. Donc, à 18h, elle appelle. Je vois qu'elle m'appelle et que la dame est en ligne. Allô, bonjour, madame Goua. Je dis, bonjour, madame. Ah, vous êtes en ligne avec le locataire? Elle dit oui. Elle dit, mais madame Goua, le locataire me dit qu'elle a payé le loyer, vous m'avez pas reversé. J'ai demandé à la dame. J'ai dit, madame, est-ce que vous êtes à jour de vos loyers? Et la dame ne répondait pas. Les choses de la honte. Madame, est-ce que vous êtes à jour? Elle dit, non, je dis, vous m'avez versé un loyer le tel jour. J'ai encore la capture de votre virement. Je l'ai sous les yeux, je peux vous l'envoyer par WhatsApp. Est-ce que vous êtes à jour du loyer de février, de janvier et de février? Elle ne pouvait plus répondre. Elle a dit, ah non, j'ai oublié que je ne vous ai pas envoyé. Pourtant, ce matin, elle disait qu'elle avait envoyé. Elle était prête à jurer. Non, je me suis méprise, c'est une méprise et tout. Donc, qu'est-ce que les locataires font? Lorsqu'il y a ambivalence, ils vont manipuler le propriétaire pour dire, non, les agences, ils vont vous voler de l'argent, ils vont prendre votre argent, ils vont pas rembourser. D'ailleurs, c'est des gens qui fuient avec l'argent des gens. Je vais gérer directement avec vous. À partir du moment où le propriétaire, il se détourne de nous, qui se confie directement à son locataire, c'est en ce moment que la manipulation vraie va commencer. Parce que là, vous êtes face à face, elle va vous raconter toute autre chose. Des choses qu'elles ne peuvent pas nous dire à nous. Ou qui ne peuvent pas nous dire à nous. Ils vont vous les dire et vous allez les accepter. Parce que vous êtes seul. Et vous ne maîtrisez pas le domaine, en fait. Oui. Nous, on sait. Moi, quand quelqu'un me dit, non, ma carte est bloquée, j'ai pas pu faire retrait pour faire ton dépôt, je vous dis, monsieur, allez à la caisse, on peut payer à la caisse. Ah oui. Non, j'ai pas eu le temps d'aller à la banque pour vous faire le dépôt. Monsieur, vous pouvez me payer par Orange Money. Je vais supporter les frais. C'est ça. Donc, déjà, dites-moi où vous êtes, je vais aller vous trouver pour récupérer votre chèque. Donc, il y a certaines choses qui ne peuvent pas nous dire, il y a certaines excuses qui ne peuvent plus sortir. Et ces excuses-là seront acceptées par les propriétaires. C'est ça. Non, malheureusement, il y a des cas de deuil, il y a des cas de maladie. Mais ces cas-là sont vérifiables. Oui. Si vous n'êtes pas là, si vous ne partez pas, vous vérifiez. Vous ne pourrez pas vous rendre compte. Il y a aussi certaines choses, ça fait pitié. Mais, comme je l'ai dit, je dis monsieur, à l'un de mes collaborateurs, ce matin, on a refoulé quelqu'un qui fait un commerce dans un local et qui ne paye pas son loyer depuis plusieurs mois. Elle est venue avec un loyer. On lui a dit de retourner. Ça aurait été le propriétaire, il allait prendre l'argent. Oui. Moi, je vais retourner. Je vais dire, vous partez, vous récupérez le reste de l'argent, ou bien je vais vous faire une procédure, je vais vous foutre dehors. Elle va partir, elle va revenir avec le reste de l'argent. Le propriétaire, lui, il a besoin d'argent, tout ça. On lui donne une petite somme là, il va prendre. Oh, la somme que vous avez prise vous contraint déjà demain. Ça. Voilà. C'est-à-dire que dans un premier temps, le propriétaire a obligation de s'effacer. Il s'efface. Directement il s'efface. Oui. Il s'efface et il laisse plein pouvoir à l'agence de pouvoir gérer le bien. Oui. Et lorsqu'il y a des dégâts dans l'appartement ou bien dans la villa, quelles sont les parties? Ça va dépendre du dégât. Ça va dépendre de il y a des choses qui tombent en usure de façon naturelle et qui sont supportées par le propriétaire. Il y a des grands travaux, ça c'est la loi qui dit. Il y a des grands travaux qui sont supportés par le propriétaire. Il y a certains travaux qui sont supportés par le locataire. Je donne toujours l'exemple d'une porte. Une porte a plusieurs composants. Donc il y a le bâton, il y a les pommelles, il y a les poignées. Donc une porte qui est cassée, une porte qui est gâtée, si c'est le poignet qui déconne, c'est au locataire, c'est lui qui utilise. Par contre, si c'est la pommelle qui est enlevée, c'est quelque chose qui était devenu immobile. Donc, la partie immobile de la pommelle est cassée ou la partie même mobile de la pommelle est cassée. Ça fait partie intégrante de la porte, donc c'est au propriétaire de changer. Donc, il y a plusieurs composants. Un robinet qui ne marche plus, ça va dépendre. Si c'est la partie où on tourne pour fermer et pour ouvrir qui est gâtée, c'est au locataire. Par contre, s'il y a une fuite au niveau du robinet, il y a une fuite d'eau dans le tuyau, c'est au propriétaire. Okay. Donc, ça dépend.
Mais tout ça pour rattraper, c'est toujours au niveau de l'état des lieux d'entrée. Bon, à l'état de lieu d'entrée, on constate que ce bien, que ce robinet ou que cette porte a été livrée en bon état. Ok. Voilà. Si ce n'est pas en bon état, le locataire a 8 jours pour se prononcer dessus. Ok. Voilà. Il a 8 jours. On va vous donner un exemple d'un flexible, par exemple, de lavabo. On peut être en train de faire l'état des lieux et puis malheureusement, il n'y a pas d'eau. On ne peut pas constater. Ou ce n'est pas bien fixé. Donc, on ouvre, on voit qu'il n'y a pas d'eau qui coule, il n'y a pas de fuite. Par contre, au bout de 3 jours d'utilisation, le flexible pète. C'est à l'agence, au propriétaire de faire la réparation. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'il y a eu pression d'eau, le flexible n'étant pas de bonne qualité ou n'ayant pas été bien fixé, à céder. Mais passé les 8 jours, vous avez utilisé l'équipement pendant 8 jours. S'il se gâte, c'est à vous de réparer. 8 jours, c'est pas short. Parce que en 8 C'est jours. short, mais si on laisse aussi au locataire le soin de décider les jours, moi, j'ai des gens qui sont revenus vers moi pour les flotteurs de chasse d'eau 3 mois après leur utilisation. Pour dire que c'était pas de 3 bonne mois, qualité. c'est énorme. Oui, oui. Ce que vous savez pas, c'est qu'il y a des gens qui font ça même 1 an après pour dire non, c'était pas de bonne qualité, j'ai changé 2 fois même. Non, c'est pas pareil. Ah oui, ça existe. 3 mois, c'est Ah trop. oui, ça existe. Non, le WC n'est pas de bonne qualité. J'ai changé le flotteur là 2 fois. Madame, elle n'accuse pas le fait qu'elle utilise peut-être mal ou que ses enfants utilisent mal. Elle dit automatiquement que c'était pas de bonne qualité. Ok. Mais là, moi, je suis de l'agence, je prends mon état des lieux d'entrée, je vérifie. Elle va vous dire que c'était pas de bonne qualité. Eux, ils disent que ce n'est pas de bonne qualité. C'est pas de bonne qualité. Non, c'est pas facile. Hein. Ah oui. Ils vont pas se dire, bon, peut-être que vous avez changé 2 fois parce que les enfants utilisent mal. C'est ça. Non, ce n'était pas de bonne qualité. C'est pour ça que 8 jours après, ça s'est gâté. Mais ça peut se gâter parce qu'on utilise mal l'équipement. Un équipement mal utilisé va céder, forcément. Donc, vous ne vous dites pas que, par exemple, vous, dans votre douche, le flotteur a tenu. Parce que vous êtes une grande personne, vous savez l'utiliser. Et que dans la douche des enfants, ça ne tient pas parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Ou qu'ils l'utilisent mal. Ou que c'est parce que c'est trop utilisé. Parce qu'il y a plus de passages que chez vous. Voilà. Mais si le locataire veut faire des travaux dans sa maison, est-ce qu'il a obligation de vous informer? Bien sûr, ça dépend du type de travaux, mais l'obligation est d'informer le propriétaire. Par exemple, une peinture de rafraîchissement ne va pas demander à ce que le locataire prévienne le propriétaire. Mais si, par exemple, un locataire, je vois très souvent, malheureusement, des personnes qui prennent des appartements où les carreaux sont existants et qui les recouvrent d'un revêtement en plastique. À leur départ, ils vous laissent des carreaux, c'est vrai, les carreaux sont en bon état, mais il y a de la colle dessus. C'est ça, exactement. On ne peut plus utiliser ce carrelage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de le changer. Donc, vous demandez déjà au propriétaire, si vous voulez prendre une maison dont le carrelage ne vous plaît pas, vous ne prenez pas. Vous ne revêtez pas le carreau d'un tapis pour après avoir des difficultés à retirer la colle qui est dessus. Parce que si moi, je vais faire un état des lieux, que je vois de la colle, que c'est difficile d'enlever, je vais demander à changer le carreau. Ça sera sur votre caution. Ça me rappelle une gestion à Marcory. À Marcory, où la peinture était rouge ou jaune, je ne sais pas trop. Le locataire, on a trouvé des locataires qui voulaient habiter la maison et qui ont voulu changer la peinture. Mais le propriétaire n'a jamais voulu. Je me rappelle de cette... la dame avait un attachement... elle avait un certain attachement à la maison. Et elle avait peint... Elle ne voulait pas qu'on change quoi que ce soit. Non, elle avait peint une pièce en violet, une pièce en rouge, une pièce en jaune. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait du bleu, il y avait de l'orange. Elle ne voulait pas qu'on change. Elle ne voulait pas qu'on touche aux couleurs. Et tous ceux qui venaient disaient, mais les couleurs, non, 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 ce n'est pas à toucher. C'était ça. Elle ne voulait pas qu'on touche. Mais elle a trouvé des locataires avec ce goût-là. Avec cette couleur-là. Oui, il y avait des Pakistanais ou bien il y a des gens qui ont accepté. Mais je dis, à la limite, c'est-à-dire, moi, je rentre, je mets ma couleur. Quand je veux partir, je remets tes couleurs. Non, elle ne voulait pas. Tu prends l'état. Tu prends l'état, tu l'utilises, tu pars, tu remets la même couleur à ton départ. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle de ça. On a travaillé longtemps dessus. Avant d'avoir des locataires dont c'est le goût, la couleur orange au salon. Ah, parce que, bon, là, on a parlé à un moment, on a parlé d'étudier des locataires. Est-ce que vous étudiez aussi les propriétaires? Avant Souvent, les propriétaires, c'est des personnes qui cachent beaucoup leur comportement.
Ah oui. Je me dis, hein. Ah oui. Ouais. Ah oui, il cache beaucoup. Non, celle-là, ne nous a pas caché. Elle nous a dit, dès le départ, que je veux On pas. change pas. On change pas. Elle ne nous a pas caché ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle voulait pas. Mais les propriétaires sont des personnes qui sont malignes, qui cachent beaucoup. C'est comme un client. Vous avez un gros client qui achète des terrains régulièrement avec vous, mais qui est d'un caractère exécrable. Qu'est-ce que vous faites? Comme je le dis souvent à mes collaborateurs, vous vous adaptez. Okay. Si ça ne passe pas avec vous, ça va peut-être passer avec quelqu'un d'autre. Il faut être patient. Arrivé à un moment, quand vous ne tenez plus, vous êtes capable de dire, bon, monsieur, on a une dame là, il n'y a pas quelqu'un au bureau qui la supporte. Ah non, il n'y a pas quelqu'un au bureau qui la supporte. Qu'elle vient comme ça, tout le monde veut sortir. On a des gens qui la supportent, il y a quelqu'un qui peut... Il y a forcément une personne qui va pouvoir... use, c'est-à-dire, il prend sur lui d'écouter ce que la dame a à dire. Parce que c'est un propriétaire. Il y a forcément quelqu'un qui va la supporter. Donc, si ça passe pas avec une tête, on change la tête. Ça passe pas avec une deuxième tête, on change la tête. Certains propriétaires sont plus à l'aise avec mes collaborateurs qu'avec moi, qui ne m'appellent pas. Certains propriétaires sont plus à l'aise avec moi qu'avec mes collaborateurs. Voilà. Donc, quand ça ne passe pas avec une tête, on change de tête. Il y a forcément quelqu'un avec qui elle aura des atomes crochus, ils vont s'entendre, il arrive à la comprendre et puis ça va. Donc, on prend le propriétaire comme il est. C'est juste qu'il faut trouver... C'est le caractère il faut trouver. Et quand ça coince, sincèrement, il peut avoir des propriétaires qui abusent, qui outrepassent, qui vont au-delà de leur droit de propriétaire et qui abusent de leur droit de propriétaire. Quand vous êtes en face de ce type de propriétaire, présentez-leur la loi. La loi dit que vous avez obligation de faire ça. Moi, si je me mets, je dis telle chose que je vais contre la loi et que demain, il y a un problème, je risque mon statut d'agent immobilier. Donc, si c'est mon nom qui est sur le contrat, on fait comme ça parce que c'est ce que la loi impose. Si vous ne voulez pas, vous serez obligé de mettre ça à votre nom. Je m'en lave les mains. J'ai fait ça. On a déjà fait ça. Vous laissez une gestion? Oui, parce que le propriétaire allait au-delà. Un propriétaire qui va me dire, par exemple, pour un bail habitation, faites 3 mois de caution, 4 mois de caution, 6 mois de caution. Je ne peux pas. Je ne le fais pas. La loi me permet pas de le faire. Si je fais ça, je risque mon agrément. La loi dit quoi? La loi dit 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Donc, si tu veux me faire 3 mois de caution, 5 mois d'avance, moi, je peux pas. Surtout pour le bail habitation. Je ne peux pas. La loi m'impose de me limiter à 2 mois. Les gens ça? Oui, en tout cas chez moi. Ah oui. Ah, parce que... Oui, chez moi, on respecte. Si vous venez chez moi, vous me confiez un bien, vous me dites 3 mois de caution, 2 mois d'avance, ça ne marche pas. Je ne vais pas prendre, je ne vais pas risquer de mettre mon nom dessus. Vous mettez votre nom dessus, vous prenez ce que vous voulez, mais moi, je ne suis pas dedans. Et pour un bail commercial? Pour un bail commercial, la loi n'a pas limité. Ouais, jusqu'à 10 mois. Jusqu'à 10 mois, jusqu'à 1 an, jusqu'à 2 ans. Tant que la loi n'a pas limité, on va pas limiter. Certains propriétaires, par bonne foi, par pitié, ils peuvent se limiter à dire 3 mois, 2 mois, 1 mois, peu importe. Mais la loi n'a pas limité. Une question que je voulais poser. Quand il y a des travaux à faire dans une maison, normalement, le décaissement, c'est l'agence qui supporte ou bien c'est le propriétaire? Ça va dépendre du contrat que j'ai signé. Certains propriétaires me disent que c'est leurs travailleurs uniquement qui font les travaux. En ce moment-là, c'est eux-mêmes qui décaissent. Donc, leurs travailleurs font les devis, leur communiquent directement et ils font les travaux. Par ailleurs, il y a des propriétaires qui veulent vraiment que la gestion soit plénière. Vous vous occupez des travaux. En ce moment-là, moi, j'ai une liste d'ouvriers. Il y a la plomberie, j'ai des plombiers, j'ai des peintres. Et donc, comme je sais que le loyer va forcément rentrer, si c'est une urgence, je vais pas réveiller le propriétaire, par exemple, un dimanche à 15h pour dire, il y a un tuyau qui a pété quelque part, il faudrait que vous me donnez 50 000 pour que je fasse réparer. Sinon, ça va rester là à couler. Non, je vais faire décaisser et je vais pouvoir faire la réparation. Donc, je vais pas forcément attendre le propriétaire. Donc, il y a une caisse qui est prévue. Oui. Quand le propriétaire vous donne libre arbitre de vous-même gérer tout ce qui concerne les travaux. Oui, je vais décaisser et puis me faire rembourser un peu plus tard dans les règlements de loyer. Ah, je pensais qu'il laissait une caisse, non, malheureusement. genre un prévu. Non, malheureusement. Ça sera une caisse noire qui sera utilisée pas forcément c'est vrai, à des fins. À de bonnes fins. Ouais. Voilà. D'accord. Et là, lorsque vous avez la gestion du bien, quels sont les leviers à prendre en compte pour maximiser la rentabilité de ce bien-là? J'essaie d'expliquer un temps soit peu. On a la gestion, on a le loyer qui est peut-être à 200 000. À quel moment le propriétaire peut dire j'augmente mon loyer de 100 000
bien de 200 000 encore. Augmenter un loyer de 200 000 à 200 000, il va falloir qu'il change tout dans la maison. Il faudrait même, souvent même changer même l'emplacement de la maison. Wow. Ah oui, oui. Ah oui, Mhm. clairement. Parce que vous ne pouvez pas prendre un loyer, une maison qui était à 200 000, par exemple, à Yopougon, Mhm. et puis la mettre à 400 000 juste parce que vous avez changé des carreaux. C'est pas possible. Ok. Donc, même pour fixer un loyer, il faudrait tenir compte de certains aspects. Comme Là où la maison est située, situation les géographique. équipements qui sont à l'intérieur de la maison. Comment dirais-je, la date de finition ou la date de réfection de la maison. Et les loyers qui sont appliqués autour. Mhm. D'accord. Voilà. Donc, on peut pas avoir une maison. Les loyers autour sont à 150 000 et toi, tu viens, tu fixes ta maison, un loyer à 350 000. Sachant que le quartier ne s'y prête pas. Si tout le monde est à 150 000, ça veut dire que le quartier se prête à 150 000. Toi, tu Mais peux pas si j'ai venir mis faire. du matériel, C'est ça, une Est-ce que plus-value. celui qui va, même si vous faites une plus-value, est-ce que celui qui va venir louer cette maison à 400 000 ou plus-value, est-ce que le quartier où il est correspond à ce qu'il recherche? Il y a tout ça aussi, hein. Il y en a qui acceptent, même quand je dis le quartier, c'est pas joli, Je vous donne un mais exemple. l'équipement est parfait. On est dans un quartier d'Abidjan qui n'est pas bitumé. On a les maisons autour qui se limitent entre 150 et 200. Vous venez, vous prenez une maison qui est pareille avec les voisins ou qui est sensiblement modifiée. Vous mettez de nouveaux carreaux, vous mettez un nouveau portail, vous faites tout. C'est beau. Ça fait 450 000. Mais est-ce que le locataire de 450 000, même si la maison est belle, est-ce qu'il viendra habiter là? On dit, il y a des clients pour tout, hein. Oui, il y a des clients C'est pour tout. ça. Mais est-ce que vous allez avoir le client là facilement? Pendant que le bien n'est pas loué, qu'il ne porte pas, il ne produit pas. Vous avez perdu, vous avez gelé un investissement pendant longtemps. Il faut coller, pas qu'il faut coller le plus au quartier, mais il faut rendre sa location, j'ai un bien, un très beau bien. Un très, très beau bien. C'est l'un des plus beaux biens qu'on a. Okay. Qui se trouve à Yopougon-Lokoa. Mais je rentre là-bas, moi-même, je dis au propriétaire, monsieur, votre bien là, c'est à Cocody. C'est 3 pièces. Je mettais ça à 300 000. Je discute pas avec quelqu'un. Le 3 pièces est très grand. Il est beau. L'immeuble est beau. Il est fini en décembre. Okay. Mais il est situé dans un quartier qui est difficile d'accès. Il y a tout ça, c'est vrai. Donc, le propriétaire, même s'il veut bien ce bien à 250 000, il peut pas. Les maisons autour, les 3 pièces coûtent 120, 100. Lui encore, il fait 150 avec charge commune, 10 000. Mais même s'il veut mettre à 200, est-ce qu'il va trouver un locataire à 200 pour le même? Même 250, est-ce qu'il va trouver? C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, pourquoi demander au propriétaire de vouloir gagner gros un coup? Or, il peut rattraper ça avec le temps. Ton bien vaut ça. Il y a pas à discuter. Ça vaut ce prix. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre à ce prix en ce moment pour que tu rentabilises ton investissement? Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On patiente. Et on adapte le prix on adapte le prix au marché jusqu'à ce qu'il y ait du bitume et des gens susceptibles d'aller habiter là-bas parce que c'est loin. C'est ça. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de refuser la distance? J'ai refusé beaucoup. Oh, j'ai refusé beaucoup. Ah si, on a refusé à cause de la distance. Oui. On m'a donné un bien. Dans le temps, le stade des Bimpe étant en construction, on m'a donné un bien à Bimpe. La distance que j'ai mis pour aller même faire le repérage m'a découragée. Je dis, je ne vais pas venir faire un recouvrement ici. Faut pas, je vais vous blaguer. J'ai refusé. On m'a donné un bien où il y avait tellement de problèmes, des problèmes de succession, où il y avait des problèmes de propriété. J'ai pas voulu. Donc, il nous arrive de refuser des biens. Il nous arrive. Quand tu sens pas, c'est pas la peine. Parce que tu vas pas t'occuper correctement de ça. C'est ça. Voilà. Ne pas prendre tout le stress des locataires pour mettre sur vous. Oui. Et c'est des biens, pas forcément qu'il y a le stress des locataires, mais il y a le stress des propriétaires. Ils vous attendent au résultat parce Voilà. que si tu as pris mon bien, c'est parce que justement, tu penses que tu es capable de le gérer. Ils vous attendent au résultat. Ouais. Ok. Alors, quelles sont les alternatives en cas de vacances locatives prolongées? Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. En cas de vacances locatives prolongées, il faut considérer est-ce que le prix ou le loyer fixé est
est conforme au marché. OK. Si vous constatez que le loyer fixé n'est pas conforme au marché, il faut descendre. OK. Votre bien vaut. Moi, j'ai dit ça. J'ai pris un bien en 2020 au niveau de la cité Oribat de Engré, derrière le CHU. Aujourd'hui, il y a du bitume. À l'époque, il n'y avait pas de bitume là-bas. C'était un 4 pièces. Je me rappelle qu'un jour, je suis partie avec une cliente. On partait visiter le bien. On était dans le véhicule. Le véhicule est tombé dans l'eau. On n'a pas pu redémarrer le véhicule. Quand on est descendu, l'eau nous arrivait aux genoux. Le bien était un beau bien. Il venait de finir. Et la zone, c'est pas bon. Mais la zone n'était pas... C'était pas possible, en fait, d'habiter là-bas. En fait. C'était difficile d'accès. Il y avait des crevasses, il y avait de l'eau partout. Il y avait même un lac. Aujourd'hui, ils ont fait un bras de la Y4 qui passe au milieu du quartier. Le quartier est bitumé depuis Pharmacie Sainte-Clémentine jusqu'au château. En ce temps, ce n'était pas bitumé en 2020. Okay. Le bien, c'était un 4 pièces. Toutes les chambres sont autonomes, grands. Le balcon était super grand, lumineux. Vraiment très, très beau bien. Mais en 2020, on n'a pas pu le louer à plus de 200 000. Aujourd'hui, le même bien vaut 350 000, 400. Le même 4 pièces. Vous voyez, le bien valait ce prix-là, mais est-ce que le quartier s'y prêtait? On allait rester à dire, on veut le bien, on veut louer à 300, à 400 000, 350 000. Et puis pendant ce temps, le bien vaut 400 000 après qu'on ait fait le bitume de la Y4 en 2023. Donc pendant 3 ans, le bien allait rester vacant. Non, le bien allait rester vacant si on s'était limité à vouloir le faire à 350 000. Le bien allait être vacant. Donc, il allait être vacant pendant 3 ans. On a réduit le prix. J'ai dit au propriétaire, votre bien vaut ça. Votre bien vaut ce montant. Il n'y a pas à discuter. Le matériel, tout, ça vaut ce montant. Mais est-ce que en ce moment-là, quelqu'un va payer ce bien-là, va louer ce bien à ce prix et puis nager dans les flaques d'eau pour arriver là-bas? Non, il n'y a pas quelqu'un capable de faire. Pourquoi est-ce qu'il ne louerait pas la même chose, un 4 pièces à Bonne-Main à ce prix? Oui. Ça vaut Rivera Palmeraie. Ça vaut 7e tranche, 8e tranche à 400. Ils trouvent le même bien ou un peu plus petit, mais dans un endroit bitumé, facile d'accès avec toutes les commodités autour. Donc, il n'y a rien qui attrait, qui fait en sorte que ce bien soit loué à ce prix. On casse le prix, on fait louer pour avoir un premier locataire, pour que la maison soit habitée. Au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, il y a des améliorations. La loi nous permet d'augmenter, on augmente. Et si on est déjà dans une zone qui est praticable, qui est intéressante, on a un bon prix, ça fait pratiquement 2 à 3 ans le bien à ce prix-là, ça à quel moment on peut augmenter? La loi nous donne chaque 2 ans. Nous dit Donc, chaque 2 ans. on peut augmenter. On peut Combien de augmenter. pourcents? Ça dépend. Entre 1 et 20% à la limite. Jamais au-delà. Hein? Pas au-delà. OK. Peu importe le coût du loyer. Peu importe le coût du loyer. Est-ce que vous avez déjà eu des cas de clients où vous avez augmenté le loyer au bout de 2 ans et puis se sont alignés? Parce que c'est pas évident. Tout le monde s'aligne. Celui qui ne s'aligne on pas négocie pas. Il y a eu des négociations. Ok. Ça marchait une seule fois sur peut-être 4-5. Et c'était quoi la raison? La dame a demandé pardon. C'est tout. C'est tout. Ah, c'est comme ça, on va demander pardon. La dame a demandé pardon, louer, pardon. Elle a un très beau bien à Bobo. À Bobo, il y a une très belle cité qu'on appelle Cité Concorde. OK. C'était des maisons en duplex. Tu connais ma cité là? Tu connais le bien? Cité Concorde à Bobo. C'était un très beau duplex de 4 pièces avec une cour, un préau. Très beau bien qu'elle louait anciennement à 161, 160, je pense. Hein. OK. Et le propriétaire voulait mettre à 200. Donc, elle a demandé pardon. Le propriétaire a dit, bon, je compte 180. Ça, chacun sa chance parce que là, je me dis, s'il y a quoi, 5 villas qu'il a accepté il a décidé de faire louer ça à 250 et que toi on accepte que tu gardes Si l'ancien. la plupart du temps, quand c'est dans un bâtiment, si tout le monde, on a augmenté tout le monde de 10-20%, tout le monde s'aligne. Si le voisin accepte, Okay. tu es obligé d'accepter. OK. Pas que tu es obligé d'accepter, mais si le voisin a accepté, le propriétaire ne va pas diminuer pour toi. En ce moment, le pardon ne va pas. Non, très souvent, ça fonctionne dans les villas parce que c'est un seul locataire. Mais si on a un bien où toutes les maisons sont à 100 000 francs, le propriétaire met à 120 000 francs. Et puis, vous faites, par exemple, très souvent, les locataires, ils font un syndic pour protester et tout ça.
et que le propriétaire n'a pas accepté, vous êtes obligé d'aller devant le juge pour le faire flancher. En ce moment-là, le juge analysera. Mais pour la plupart du temps, ça va vous faire de l'argent. Ça va vous faire de l'argent, ça va vous faire perdre du temps et de l'argent. Donc, quand c'est comme ça, je dis, vous gagnerez mieux. Un mauvais arrangement est mieux qu'un bon procès. Soit vous payez, soit vous partez. D'accord. Ok. Bon. Sinon, si vous voulez vous opposer en ne payant pas le loyer, arrivez devant le juge. Les juges, là, ils ne demandent pas pourquoi tu n'as pas payé le loyer. Ils demandent est-ce que tu dois. Une fois que tu as dit oui, dis c'est ton propriétaire, oui. Est-ce que tu dois? Oui, c'est fini, ça s'arrête là. Quand vous partez en référé expulsion. Le pourquoi tu n'as pas payé, le comment, ça n'intéresse pas trop. D'accord. Ça n'intéresse pas trop. Surtout en référé expulsion. Mais dans le cas des impayés, comment vous réussissez à gérer les impayés des locataires? Comment gérer comment on les fait? On les contraint à payer? À payer et puis à faire comprendre au propriétaire que ce dernier-là va payer ou il ne va pas payer, commençant à le chasser. Comme j'ai dit, là, nous ne garantissons pas la solvabilité du locataire H24 ou 30 jours sur 30. On ne peut pas garantir la solvabilité du locataire, mais il y a des signes qui montrent que ce locataire, il est en faillite. Il y a des signes qui montrent que c'est passager. Par exemple, un locataire qui aurait perdu son emploi est un peu en faillite. Malheureusement, ça fait pitié, c'est assez triste, mais on ne peut pas garder ce locataire-là. On ne sait pas quand est-ce que sa situation va s'améliorer. Donc, nous-mêmes, on essaie d'expliquer au locataire, monsieur, en ce moment-là, si ça ne va pas, on va replier. Vous allez replier, on va remettre notre bien en location. Parce que si vous faites grandir le préjudice, vous allez devoir payer beaucoup si on va à la justice. Donc, soit vous acceptez de limiter les dégâts, ou soit on laisse le dégât s'agrandir, on va à la justice pour vous faire expulser, mais en ce moment-là, vous serez contraint de payer tout ce que vous avez fait comme dégâts. Okay. Donc, c'est d'expliquer au locataire, soit on perd, soit vous perdez. D'accord. Vous avez déjà rencontré des locataires qui vous ont dit ce qui n'est pas normal, que je ne suis pas en mesure de pouvoir sortir, utiliser ma caution. Oui, ça, on en croise tous les jours. Ça, on voit ça tous les jours. Oui, utiliser ma caution. Et moi, la réponse est, madame, votre caution, là, même peut-être propriétaire a déjà fini de bouffer. Vraiment, c'est passionnant ce domaine-là. Non, c'est la réponse que je vous donne. Monsieur, la caution ne sert pas. En fait, quand ça dépend de la personne qui m'en parle. Et très souvent, ceux qui m'en parlent ne sont pas forcément au courant du contrat de bail, n'ont pas forcément lu, ne connaissent pas la loi. Donc, il faut parler avec eux terre à terre. Ah, madame, caution là, même moi, mais je n'ai pas vu. Toi, mais tu as vu quand il y a pris la maison, si il y avait caution dans ma main. Je n'ai pas vu ta caution là-haut. Si tu as pas le plus, tu parles au propriétaire. Sinon, moi, il n'y a pas caution dans ma main. Il faut me payer mon loyer. C'est ça. Mais si c'est quelqu'un qui est au courant, qui sait, qui connaît, qui dit non, madame, est-ce que vous pouvez retrancher? Je lui ai dit, monsieur, la caution ne sert pas à ça. Ouais. Il y en a qui ne le savent pas. Ils pensent que c'est une sécurité au cas où. Non. C'est pas pour couvrir les loyers. Parce que quand un locataire part, il faut savoir que non seulement il y a la remise en état, mais il y a les factures. Exactement. Ah, il y a les factures. Ouais. On peut se retrouver avec quelqu'un, moi j'ai déjà vu quelqu'un qui vit dans un studio qui a laissé un impayé de CIE d'à peu près 300 000 francs. CIE, 300 000 francs. À chaque fois que l'agent de CIE venait couper, ah mon frère, pardon, je vais aller payer tout de suite. Il lui disait quelque chose. Et donc, l'agent de CIE, ou peut-être c'était sa famille, je ne sais pas. Mais je me suis retrouvée avec un impayé de 300 000 francs. Pour un studio. Ok. Pour un studio, 300 000 francs. Oui. Je me suis retrouvée avec un impayé d'eau de 700 000 francs dans une villa. Et donc, si, en ce moment-là, si vous avez utilisé les loyers, les cautions pour combler les loyers, il part. La facture de SODECI vient chaque 3 mois. Il part au 2e mois. Il a un impayé qui fait plusieurs mois, ou peut-être qu'il vendait de l'eau. Peut-être qu'il faisait parce qu'il n'y a pas de raison, 700 000. Oui, ils avaient une villa à 3 niveaux où ils étaient plus de 50 dedans. Ok. Oui. Donc, peut-être qu'il fait blanchisserie. Il a babé de 20 C'est une entreprise alors? Oui, pratiquement. Ouais. Et donc, il avait une facture d'eau. C'était 2 factures cumulées qui faisaient 700 000 francs. 700 000 francs en eau. 2 factures d'eau cumulées qui faisaient 700 000. Donc, vous voyez que 2 factures d'eau qui font 700 000, si vous n'avez pas suffisamment de marge, de caution, vous n'avez pas demandé les mutations des compteurs au nom du locataire, vous vous retrouvez avec un gros crédit, un gros trou. Et ça, il n'y a que quelqu'un qui est avisé qui peut savoir ça. Les locataires, les propriétaires qui ne sont pas avisés, j'en ai rencontré un monsieur très gentil que j'ai rencontré. Son locataire ne payait pas. Je lui ai dit attention.
Généralement, ceux qui ne payent pas les loyers ne payent pas l'eau, ne payent pas le courant. Allez-y vérifier à la CIE. Il allait vérifier. Il y avait une facture d'eau de 200 000, une facture de courant de 200 000 qui traînait sur le compteur qui n'était pas muté au nom du locataire. Donc, quand il est arrivé là-bas, il a dit, madame, il a dit aux gens de la CIE, là, cette personne-là, c'est mon locataire, ce n'est pas moi. Moi, je n'habite plus la maison. Voilà son contrat de bail. La facture de courant fait 200 000. Si vous ne partez pas couper, moi, je vais lui demander de faire sa mutation. Mais si vous ne partez pas couper, pour qu'elle vienne payer, le jour est pas, je vais vous faire un procès. C'est pour éviter tout ça qu'aujourd'hui, les gens On font demande recours au compteur à carte. carte. Ouais. Il est parti leur dire ça carrément. Ah, madame, voilà le problème qui est là. C'est pas moi, c'est mon locataire. Lui, il est allé dire à son locataire, madame, je continue de recevoir vos factures, faites la mutation, sinon je vais aller interrompre le compteur. Faites la mutation, sinon je vais aller interrompre. Il ne pouvait pas interrompre parce qu'il y avait une facture de 200 000 latente dessus. Mais il dit qu'il était prêt à perdre les 200 000 plutôt que de faire grandir son PJ10. Okay. Donc la dame a fait sa mutation, la CEU a fait son travail. Ils ont coupé. Donc vous voyez que c'est des choses auxquelles les propriétaires ne sont pas forcément préparés. Oui. Nous, quand on voit quelqu'un qui est en cessation de paiement de loyer, automatiquement, on se dit, le courant, l'eau, c'est pas payé. C'est ça. S'il ne paye pas le loyer pour lequel on encaisse tous les jours, si CE ne vient pas, il ne va pas payer. Il ne payera pas. C'est ça. Mais pourquoi, dès le début, la mutation n'est pas une obligation? La mutation est une obligation. Si, c'est une obligation. C'est une obligation. Oui. Mais souvent, très souvent, quand les gens viennent, oui, je vais faire la mutation avec le temps. Je vais faire avec le temps, surtout s'ils ont déjà l'eau, s'ils ont déjà l'électricité. Vous avez beau les contraindre. J'ai vu des magasins où j'ai beau envoyer des courriers de relance pour que les gens fassent leur mutation. Ça n'a pas été fait jusqu'au jour où le propriétaire allait résilier ses abonnements pour qu'ils aillent faire leur mutation. C'est la négligence. Moi, l'agence qui gère l'immeuble où moi je vis, quand on rentrait, ils nous ont dit tant qu'on ne fait pas la mutation, ils ne nous remettent pas les clés. Voilà. Donc, ça nous oblige à faire la les mutation. mutations parce que c'est comment je vais dire, c'est une grosse plaie, en fait, dans l'immobilier. Une grosse plaie. La CIU a essayé de nous arranger avec les compteurs à carte, mais c'est une grosse plaie dans l'immobilier, les gens qui laissent leurs factures. Les gens qui laissent leurs factures. Et souvent même, il y a des mutations. Les mutations sont faites à leur nom, mais les factures sont là. On est payé sur les compteurs. Et vous ne pouvez pas faire de mutation pour le nouveau locataire tant que l'impayé est dessus. Même quand on nous dit non, ce n'est pas légal et tout, c'est une obligation. C'est resté là pour que quelqu'un paye. La CE nous dit la ligne appartient au propriétaire, c'est à lui de surveiller. C'est ça. En parlant de grosses plaies, quels sont les grands défis que vous avez eu à relever depuis que vous exercez dans le secteur de l'immobilier, plus précisément la gestion? Toutes les gestions sont des défis parce que vous ne gérez pas seulement le bien, vous gérez les personnes. Exactement. Vous ne gérez pas uniquement que des murs, vous gérez des personnes qui vivent là. C'est ça. Donc, le défi, il est quotidien. C'est ça. Et par contre, il y a des gestions qui sont plus difficiles que d'autres. Ouais, je vois. Donc, à ce jour, je pense que vous avez un peu de gestion partout à Abidjan. Oui, partout à Abidjan et certains aux alentours. Donc, on va dire dans le grand Abidjan. Pas encore à l'intérieur. Pour des questions pratiques, c'est un peu difficile. Ok. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. C'était tellement passionnant qu'on n'a pas vu le temps passer. La dernière question que je vais vous poser, c'est quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans l'investissement locatif? Le premier conseil que je vais donner à quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans l'investissement locatif, c'est de débuter. Okay. Débuter par quelque chose, peu importe ce que c'est. Débuter. Okay. Débuter. Il y en a pour toutes les bourses. C'est pas parce que vous vivez dans du grand standing que vous allez forcément attendre d'avoir les moyens de faire du grand standing avant de débuter. Okay. C'est une aventure passionnante. Ne pensez pas que vous allez rentabiliser votre investissement au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans. C'est un investissement qu'on fait pour la postérité, c'est-à-dire pour les enfants. C'est un investissement à long terme. C'est un investissement qui est passionnant. C'est un investissement qui prend. Mais c'est l'un des investissements les plus sûrs. Ok. Voilà. Moi, j'aimerais ajouter, pourquoi même confier son bien à une agence? Ouais. C'est pour éviter le stress. La première chose à faire quand vous confiez, c'est de vous décharger de votre stress. Une chose est sûre, c'est que tous ceux qui ont, à part les retraités, la plupart du temps, ceux qui sont propriétaires immobiliers sont encore en fonction. Ils ont encore une activité. Même les retraités gagnera à se décharger du stress que procure une gestion de biens.
Ok. Parce que c'est du stress constant. Mhm. Quelqu'un qui est retraité, qui a besoin de repos, qui a besoin de calme, je pense pas que s'il a 10 locataires qu'il appelle pour dire, monsieur, il pleut, l'eau est rentrée dans la maison, c'est en train de faire partir mon fauteuil, il va dormir tranquille. C'est clair. D'accord, je pense que, Tout a comme été Marie-Georges dit. l'a dit, tout a été dit. J'espère. Étant, Sinon, on pourra faire une partie 2 avec Madame Fallé parce que bien la évidemment, gestion hein, Vous voulez locative, on fera franchement. encore une partie 2, ça c'est sûr. Vous Alors, pouvez prendre des Marie-Georges, questions. Si vous avez des questions à nous poser suite à tout ce qui a été dit, qu'on n'a pas eu à poser, n'hésitez pas. On pourra faire une partie 2 avec vous. De toute façon, on est là pour ça, hein, donc. Alors, nous sommes à la fin de notre podcast. Nous allons remercier Madame Fallé qui a bien voulu accepter notre C'est invitation moi pour ce qui vous thème. remercie. C'était vraiment très, très édifiant et je pense qu'on aura une partie 2, n'est-ce pas? effectivement, on aura une partie 2 Ouais. pour toujours continuer sur la gestion et Ouais. puis inciter les différentes personnes à confier leurs biens Mm. pour une meilleure gestion. C'est ça, pour éviter le stress, comme elle a Surtout. dit. Surtout. C'est ça. Donc, on va vous inviter à vous abonner et à surtout rejoindre le club d'investisseurs immobiliers, le YKBC, afin d'être outillé. Et puis, ne manquez pas le prochain épisode.